Amis téléspectateurs, bonjour. Vous regardez Et maintenant, l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe, hashtag Et maintenant, si vous souhaitez réagir. Sur ce plateau, aujourd'hui, on accueille la crème de la crème. Ils ont l'œil vif et le cuir tanné. Ils n'ont pas peur du débat. Sophie de Ravenel, bonjour. Bonjour. Merci de revenir avec nous. Vous êtes journaliste politique. À côté de vous, Charles Consigny, bonjour. Bonjour. Essayiste et avocat. On a le plaisir d'accueillir également Alexandra Schwarzbrod, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Libération, romancière. Vous avez écrit Les Lumières de Tel Aviv aux éditions Rivage. Et le grand Georges-Marc Benamou était aussi sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Bonjour Georges-Marc. Vous tournez actuellement une série inspirée du roman La Peste d'Albert Camus. On pourra voir ça quand ? L'année prochaine, si tout va bien, c'est réalisé par Antoine Garceau avec le héros de En thérapie notamment, Frédéric Pierrot. On suivra ça. Dans cette émission, on célébrera plusieurs anniversaires, les amis. Oui, le périphérique parisien fête cette semaine ses 50 ans. Félicitations. On se demandera si ses meilleures années sont derrière lui, alors qu'Anne Hidalgo souhaite le transformer. Le mariage pour tous fête quant à lui ses 10 ans. Félicitations également. On se demandera s'il a définitivement eu raison de ses meilleurs ennemis. Et puis Joe Biden a quant à lui 80 ans. Il est de nouveau candidat à la Maison-Blanche. On se demandera si tout cela est bien raisonnable. Merci, Président Larcher. Mais d'abord, un autre anniversaire. Décidément, souvenez-vous, c'était il y a tout juste un an. Regardez. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Sophie, un an après la réélection d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il faut parler de démarrage raté ? En tout cas, d'anniversaire bien raté, ou disons d'anniversaire compliqué. La première année, évidemment, c'était son... Ça devait être la continuité de son premier mandat. On se posait tous la question de ce que ça allait donner. C'est assez rare chez nous d'avoir comme ça un deuxième mandat. Et de fait, il a été immédiatement saisi par les complications et ça ne s'est jamais arrêté. Et dans une succession un peu comparable à ce qui s'est passé dans le premier mandat. Et donc, de cette façon-là, on peut parler de poursuite. Et là, quand on discute avec son entourage, ils nous disent tous, au sein du gouvernement ou dans son cabinet, finalement, cette épreuve des retraites, ça n'est que la continuité du premier mandat, mais là, ça va se terminer. Ouais. Et en fait, c'est la fin, et là, on va enfin rentrer dans le deuxième mandat, mais ça fait quand même un an qu'il essaye d'y rentrer. Charles, un an pour rien ? Un an pour rien, je ne sais pas, puisque cette réforme des retraites, si contestée soit-elle, elle est faite maintenant. Donc, s'il ne la retire pas, et je ne pense pas qu'il la retirera, il aura au moins fait ça qu'il n'avait pas fait pendant son premier quinquennat. Moi, ce que je pense surtout, c'est que Emmanuel Macron paye un peu l'ambiguïté en fait de son projet. C'est un peu court de dire on va mettre autour de la table les gens raisonnables et bien intentionnés et on va essayer de faire ensemble ce qui est le mieux pour le pays. On voit bien qu'au fond, ça a tenu quelque temps, mais que les vieux clivages reprennent le dessus. Et particulièrement, je trouve, à l'occasion de cette réforme des retraites, moi, il me semble que quand même le clivage entre la droite et la gauche a repris des couleurs, puisque la droite était plutôt favorable à cette réforme, à part quelques échappées solitaires qui, à mon avis, étaient assez intéressés. Et de l'autre côté, c'est une gauche presque à l'ancienne qui a refait surface avec des syndicats forts, des contestations dans la rue et ce genre de choses. Donc, moi, je crois que les Français en ont un peu marre qu'on essaie de leur faire croire que les choses ne sont pas idéologisées et ne servent pas telle ou telle catégorie de la population. Ils veulent qu'on leur dise un peu la vérité et ils se rendent compte qu'une partie du macronisme repose sur une forme de mensonge. Alexandra, peut-être sur le bilan, vraiment, j'aimerais qu'on s'intéresse à cette première année. Vous êtes d'accord avec Charles ? Non. Non, pas du tout. Moi, j'ai surtout été frappée par deux passages du discours que vous venez de diffuser. Ce vote m'oblige. Donc, on aurait pu penser qu'il avait compris ce jour-là qu'il avait été élu
aussi beaucoup, notamment par la gauche, qui avait voulu faire barrage à Marine Le Pen et n'ont pas voté pour lui, Emmanuel Macron. Ça, manifestement, il ne l'a pas compris. Deuxième chose, quand il dit, et ça rejoint, quand il dit maintenant il faut tout faire pour lutter contre l'extrême droite, depuis un an, depuis qu'il a été réélu, l'extrême droite n'a jamais été aussi en force, enfin en pointe, et ça c'est très grave. Donc, pour moi, sa première année est un échec total, mais total. Et ce qui s'est passé cette semaine, avec les 100 jours détaillés par Elisabeth Borne, montre bien l'impuissance, l'état d'impuissance dans lequel se trouve aujourd'hui l'exécutif un an après. On va y revenir. Georges-Marc, vous avez connu un certain François Mitterrand. Cette première année d'Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est une des premières années les plus laborieuses des derniers quinquennats, peut-être? On arrive à un état, et pardon, c'est banal de le dire, où la Ve République s'est bloquée. Elle a été écrite par De Gaulle et Michel Debré avec des équilibres très subtils. Elle a été customisée de manière un peu fantaisiste par Chirac et Jospin, qui l'ont étouffée en inventant le quinquennat à date fixe, etc. Et Macron hérite d'un système totalement bloqué. François Mitterrand, que vous évoquiez, il a répondu à ces institutions avec la cohabitation. Bizarrement, les Français aimaient bien, ça respirait, pouvaient aimer ou pas. Là, on est rentré dans un troisième cas de figure, majorité uniforme, cohabitation. Troisième cas de figure, le blocage. Le blocage des institutions, et en fait, on paye ça. Alors moi, je me souviens avoir abordé un ministre éminent du gouvernement, quand ils avaient décidé, souvenez-vous, ils avaient décidé 2 mois de délai entre l'élection et les législatives. Je leur ai dit, mais écoutez, vous êtes... ça va pas. Ouais. Et quelqu'un m'a répondu avec l'aplomb des technocrates et des maoïstes que c'était bien pensé, qu'ils auraient une majorité, etc. Ouais. Avec le même aplomb, on nous explique qu'il ne faut surtout pas parler avec le CFDT, ça ne sert à rien. Ouais. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. On arrive au point d'aboutissement d'une crise, d'un blocage des institutions. On a essayé de ruser. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de majorité. Pas trop sévère avec Emmanuel Macron. Non, je vous explique. Mais je vais vous expliquer. Ouais, je vais vous expliquer. Une vérité institutionnelle. Donc, soit blocage, parce que Mme Borne ne survivra pas, soit invention d'une nouvelle majorité. Georges-Marc, je vais vous montrer quelques chiffres. Les chiffres notamment du chômage actuellement en France. Le chômage est à 7,2%. C'était au 4e trimestre de l'année dernière. Un tel niveau n'avait pas été connu depuis 2008. Et en même temps, je vais vous montrer ce sondage, ce baromètre réalisé par nos partenaires de Doxa. Emmanuel Macron reste scotché à son plus bas niveau de popularité. 70% des Français jugent qu'il est un mauvais président. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe, Sophie? Un paradoxe où je dirais l'illustration d'une défiance croissante des Français vis-à-vis de l'action politique, comme si elle était déconnectée des résultats économiques. Et on le voit bien avec Emmanuel Macron, on l'a vu avec François Hollande avant. Est-ce que l'action de François Hollande en matière économique était si mauvaise que ça? Elle a été beaucoup critiquée. Est-ce que ce qu'il a dit sur l'Ukraine et la Russie n'était finalement pas plus juste que ce qu'ont pu dire d'autres personnes avant lui? Et est-ce que pour autant les Français lui ont rendu... je veux dire, est-ce qu'ils ont été justes dans leur jugement vis-à-vis des politiques? C'est pareil, d'une certaine façon, pour Emmanuel Macron, parce que je le disais tout à l'heure, il paye aussi le fruit de ce qui lui vient de l'extérieur et dont il n'est pas responsable. Est-ce qu'il est responsable de la crise en Ukraine? Il est peut-être responsable des mots qu'il dit sur la Russie. Est-ce qu'il est responsable de la crise en Indo-Pacifique? Il est peut-être responsable de la façon dont il parle à Taïwan et aux États-Unis. Mais enfin, c'est tout de même pas de sa seule responsabilité. Sinon, ça le serait si la France était vraiment la puissance qu'elle a pu être. Mais donc, je trouve effectivement, les Français, même si les résultats aussi bons vont-ils continuer à être, je crains qu'ils continueront à tenir rigueur de ce que les politiques ne parviennent pas, et sans doute parce que nous sommes dans une crise institutionnelle, ne parviennent pas à les rassurer sur leur avenir et sur les institutions. Georges-Marc, les Français ne sont pas assez reconnaissants au président Macron? Non, il y a quelque chose qui s'est déréglé. Mitterrand l'a annoncé en disant « je suis le dernier des grands présidents ». Mais après moi, c'est les comptables. Il y a quelque chose qui s'est déréglé, peut-être avec la construction européenne, le rapport timide, compliqué des chefs avec les Français. Enfin, Sarkozy pas élu, Hollande qui n'arrive pas à se représenter, Macron qui réussit l'exploit de se faire non pas réélire, mais reconduire. Donc cette espèce de frustration de démarrage. Donc il y a quelque chose entre les Français et leurs chefs qui ne fonctionne pas. Peut-être cette verticalité, ce manque de respiration. Enfin, il y a un vrai... Et puis un peuple ingouvernable. Enfin, je veux dire, depuis Jules César jusqu'à De Gaulle, enfin, on a vu la difficulté
de gouverner les Français. Donc c'est un rapport particulier au pouvoir, aux réformes et au sens des réformes. Où veut aller Macron ? Alexandra, sur quoi juge-t-on aujourd'hui un président? Donc avant, on regardait beaucoup les chiffres du chômage, les chiffres de l'emploi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que Emmanuel Macron ou un autre, d'ailleurs, serait un bon président? Mais c'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est pas sur un point ou sur un autre. Sur les chiffres du chômage, c'est vrai qu'ils sont pas mauvais. Je pense qu'Emmanuel Macron là a bénéficié de la sortie du Covid et du confinement où l'économie est repartie à fond la caisse. Cela dit, si on regarde, et ça c'est un rapport avec la réforme des retraites, si on regarde bien les chiffres, les chiffres du chômage des 50 ans et plus ne se sont pas améliorés du tout. Et c'est là où on voit qu'il y a un petit problème avec la réforme des retraites, justement, avec l'allongement... la question des seniors, voilà, etc. des seniors. Mais il n'a pas été bon du tout, Emmanuel Macron. Et c'est ça que les gens retiennent. Ce projet cette réforme des retraites n'était ni faite ni à faire. Et elle n'a pas été pensée. Elle a été faite sur un coin de table parce qu'il voulait vite... que cette réforme passe au tout début de son nouveau quinquennat. Mais elle a été mal communiquée. Enfin, tout a été mauvais. Et en plus, Emmanuel Macron a réussi cette prouesse de se fâcher avec le syndicat réformiste qu'il avait avec lui, la CFDT, Laurent Berger, qu'il avait avec lui lors de son premier projet de réforme des retraites. Voilà, pour le chef de l'État. Charles, vous êtes d'accord avec ça? Aujourd'hui, ce que dit un peu Alexandra, c'est que finalement, on est focalisé sur cette réforme des retraites et ça un peu, on parle que de ça, on pense qu'à ça, on ne regarde pas d'autres indicateurs, l'indicateur que je viens de montrer, notamment sur la courbe du chômage, qui est plutôt bonne. Oui, alors Emmanuel Macron est décrit par exemple par Jean Peyrelevade, qui est pas l'idiot du village, comme quelqu'un qui n'est pas sérieux. Il dit ça n'est pas un homme de sérieux. Il s'inquiète notamment d'un déni de réalité chez Emmanuel Macron, en particulier sur les finances publiques, qui sont, selon Peyrelevade et de la vie générale, dans une situation quand même très inquiétante, et sur l'attractivité du pays, puisque Peyrelevade relève que la balance des paiements est encore très déficitaire et que donc en fait on n'est pas devenu si attractif que ça. Et c'est vrai qu'il suffit de voyager un peu pour voir qu'en France, c'est pas exactement le hotspot international où tout le monde s'installe pour créer des start-up et implanter des usines, n'en déplaise à la communication gouvernementale. Donc je pense qu'il a une légèreté qui fait qu'en fait il voudrait croire à tout ça, il voudrait penser qu'il fait avancer le pays, etc. Mais moi, je commence à être assez vieux pour me souvenir de périodes précédentes de manière assez distincte. Et j'ai quand même un sentiment fort de déclassement du pays. Quand on a vu l'état de nos hôpitaux pendant le Covid... Ça, c'est la faute d'Emmanuel Macron? Non, voilà. mais pas que Macron, c'est des tendances lourdes. C'est pas que c'est la faute, mais ça fait quand même 5 ans qu'il est président. Il était avant ministre de l'économie, il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée. Ça fait quand même un petit moment que lui ou les gens autour de lui sont aux manettes. Moi, je constate que l'hôpital va très mal. Je vis tous les jours la justice. Comme avocat, la justice, c'est hallucinant. On a à peu près la justice moldave. Enfin, c'est quand même un truc il faut le voir de près. Les délais d'audiencement, l'état des bureaux... Alors, des fonds ont été débloqués, on ne va pas rentrer sur ce sujet en particulier. En tout cas, oui, mais... Les services publics sont dans un état lamentable. Et moi, ce que je constate, en gros, c'est que, au fond, le macronisme ne profite qu'aux macronistes. C'est-à-dire, si vous êtes cadre supérieur dans une grande entreprise du CAC 40, que vous habitez dans un coin agréable et que vous avez une maison de campagne où vous avez passé votre Covid... Là, vous êtes content de Macron parce qu'il a baissé vos impôts, et tout va bien pour vos enfants, etc. Mais en dehors de cette catégorie-là, moi, je ne vois pas en quoi la politique actuelle de ce gouvernement augmente les bas salaires, améliore les services publics des gens pauvres, améliore les transports publics, règle la question de l'insécurité, tout ça. Je ne vois pas de changement ni d'amélioration. Faut-il avoir peur des casserolades? Depuis la promulgation de la réforme des retraites, la contestation ne faiblit pas. Les déplacements des ministres sont perturbés par des concerts de casseroles, comme sur ces images que vous voyez de la gare de Lyon lundi, où un comité d'accueil attendait le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Quelques instants plus tard, il a tout simplement dû être exfiltré de la gare par son service de sécurité. Regardez. Démissionnez! Ayez la dignité de démissionner! Restez à distance, les gars, et ça se passera bien, d'accord? Ouais, les gars, personne rentre dans la bulle, les gars.
Vous faites honte à votre passé. Monsieur le ministre, et respectez les AESH, s'il vous plaît. Faites quelque chose pour les AESH. Donnez-leur un vrai statut. Par là. Vas-y, là, par là et à droite. C'est honteux. Alexandra, est-ce qu'on est en train de passer un cap dans la colère sociale? Pour l'instant, non. Pour l'instant, il y a juste une colère qui s'exprime, mais qui est à la hauteur du sentiment d'ignorance qui, si vous voulez, les Français ont une impression d'être totalement ignorés, pas entendus, d'où les casseroles. Voilà, c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Et là, quand vous voyez ces images, ça ne vous ça, inquiète pas? Un ministre qui est empêché de sortir de la gare de Lyon? Mais je vous dis, c'est à la hauteur de la colère. Donc, ce qui serait inquiétant, c'est si ça continue. Je pense que ça va continuer jusqu'au 1er mai, hein, les manifestations massives du 1er mai. Peut-être un peu jusqu'à l'été, a priori, et après on devrait passer dans une autre phase. La vie politique et la vie tout court, la vie internationale, s'il y a une contre-offensive en Ukraine, je pense que ça va balayer aussi pas mal d'autres sujets politiques. Donc pour l'instant, non, je pense que ce n'est pas un déni de démocratie. Sophie, vous voyez aussi de la colère légitime quand vous regardez ces images de la gare de Lyon face à Pape Ndiaye? Légitime ou non, en tout cas fraîchement revendiquée. Moi, je serais juste un tout petit peu en décalage par rapport à vous, parce que j'ai le sentiment, en tout cas, c'est du côté politique et syndical, ce qu'on me dit, c'est que ça va être très fort, au moins jusqu'au 14 juillet. Parce qu'on parlait du 1er mai. Donc la fin des 100 jours. Absolument. On parlait du 1er mai. Aujourd'hui, je discutais hier avec un député insoumis. Ils sont vraiment aux manœuvres pour faire en sorte que le 14 juillet soit une très grosse fête de la Révolution française. Et les syndicats semblent, certains en tout cas, peut-être pas les réformistes, mais en tout cas les autres, la CGT, Sudrail évidemment, les faux, très en force pour faire du 14 juillet un moment de rupture, évidemment, dans la tradition révolutionnaire française. On ne sait pas jusqu'où ils vont aller. Mais ce que je sais, c'est que certains discutent déjà de coupure de courant pour Cannes, de perturbation du jeu, évidemment, pendant Roland-Garros, de la fête de musique, de la fête de la musique, comme une casserolade géante. Et tout ça, ça vous paraît légitime, ou est-ce que là, on assiste progressivement à une dérive qui peut être un peu populiste? Je dirais que c'est... Alors, là encore, je n'ai pas de réponse à la question parce que ce serait porter un jugement politique. Mais en revanche, ce que je pense, c'est qu'il y a une évolution du type de mobilisation sociale. C'est-à-dire qu'il y a eu ce moment des syndicats avec toutes ces marches, 12. Moi, j'étais aux 12 marches. Et c'était quand même très impressionnant. Évidemment, il n'y a pas eu dans la France tous ces blocages, les blocages RATP, les blocages SNCF, le blocage de transport. Finalement, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y avait déjà eu beaucoup de discussions avec. Mais il y a eu toutes ces grandes manifestations. Là, on est vraiment sur quelque chose de différent qui se veut à la fois une colère profonde et festif. Et c'est cette espèce de mélange de fête et de colère qui est assez nouveau et qui, selon moi, pourrait bien prendre aussi l'été, non seulement pendant les festivals de musique, de culture, etc., mais aussi en raison de ce qui nous attend, et c'est mon dernier mot, sur les pics de chaleur, de sécheresse, avec une colère sociale qui risque d'être très forte. On va entendre Olivier Dussopt, justement. On l'a interrogé sur ces casseroliers. Écoutez ce qu'il en pense. Qui sont ces quelques dizaines de personnes qui, ici ou là, se posent en censeur, vont décider de qui a le droit de venir sur l'espace public, vont décider que des députés élus, réélus dans leur circonscription, ne pourraient pas prendre la parole. C'est une drôle de conception de la démocratie. Mais donc nous allons continuer à aller sur le terrain. S'exprimer et manifester, ça fait partie de la démocratie. Vouloir en découdre, ça ne fait pas partie de la démocratie. Non. Vouloir menacer des élus, des députés, vouloir menacer des membres du gouvernement, ça n'est pas la démocratie. Et les concerts de casseroles, c'est la démocratie. Vouloir faire taire celles et ceux qui ne pensent pas comme vous, ça n'est pas la démocratie. Georges Marc, vous êtes d'accord? Notre démocratie est aujourd'hui menacée, est en danger? Ça va pas. Le climat n'est pas très bien. Les institutions ne marchent pas. Ça grippe, etc. Non, c'est pas la révolution, mais c'est pas. On peut pas interdire aux gens de sortir avec. Il y a un côté sous-préfet au champ, quoi. Quand le mec il écrit, on va interdire les rassemblements festifs. C'est un peu ridicule et en même temps, on voit bien, soyons pas naïfs, qu'il y a une technique de harcèlement militant et numérique, C'est-à-dire c'est facile sur des applications WhatsApp, etc. Et ce qui est intéressant, c'est ce que vous disiez, c'est un passage de relais des syndicats à une société civile de gauche ou d'extrême gauche
attaquent certains mouvements écologistes, etc. C'est assez facile, en effet, de se donner rendez-vous au Festival de Cannes. On peut vous annoncer qu'il va se passer des choses, en effet. Au Festival d'Avignon, peut-être un peu moins, parce que, etc. À Roland-Garros, où les riches vont se réunir, etc. Donc, comme on ne peut plus bloquer, enfin, la CGT n'a plus le pouvoir de bloquer les transports ou l'énergie. C'est un fait nouveau. Donc, de nouvelles actions sont en train de s'inventer. Dans la lutte sociale, on ne peut pas dire non plus... c'est pas non plus d'une grande santé démocratique. Mais c'est aussi dû, à mon avis, à une sorte d'étouffement démocratique dont je parlais tout à l'heure. Je suis assez content qu'on revienne peut-être à l'ancien monde. La société française a peut-être besoin de respirer avec une gauche et une droite, qui s'engueulent, plutôt que d'avoir que des extrémistes. La société française, elle a peut-être besoin de parler avec ses corps intermédiaires, alors que le macronisme a théorisé qu'il n'avait pas besoin de ces corps intermédiaires. Donc c'est toute la respiration démocratique de cette 5e République bien mal. Je vais vous poser la question, maître Consigny, avec ces préfets justement qui multiplient les arrêtés pour interdire les casseroles, pour aussi interdire les rassemblements festifs. Est-ce qu'on assiste de l'autre côté aussi à une sorte de dérive du pouvoir qui a peut-être un peu peur de ces manifestations devant Emmanuel Macron, devant certains ministres? Alors, pour moi, la dérive, elle est antérieure. Là, leurs arrêtés qui se font retoquer d'ailleurs systématiquement par le juge administratif. D'ailleurs, il y a une espèce de jeu. Il les publie le plus tard possible pour être attaqué, pour être censuré par le juge administratif après la visite du ministre ou du président. Bon. Ces petits arrêtés, moi, ça me choque pas particulièrement en tant que juriste ou même comme citoyen. Beaucoup moins que les tirs de LBD 40 dans les yeux des manifestants, si vous voulez. Ça me choque. Et l'absence de suite judiciaire pour les auteurs de ces tirs, ça me choque beaucoup plus en termes de raidissement. De même, le dévoiement de dispositions législatives légales prévues pour le terrorisme qu'on exploite après pour essayer de réprimer la contestation sociale. Mais justement, moi, j'ai eu le sentiment quand même... Si vous voulez, c'est comme une cocotte minute en ce moment qui explose. C'est-à-dire que on a été sous cloche pendant 5 ans. On n'avait pas vraiment le droit de contester. Il y a eu les gilets jaunes. Si on était... Souvenez-vous, le gouvernement très vite a traité les gilets jaunes d'antisémites, de fascistes, de beaufs. Il ne le disait pas comme ça, mais enfin, on le comprenait. Et là, en fait, c'est la vengeance et le retour de bâton. Une répression très dure. Ensuite, pendant le Covid, vous n'aviez pas le droit de remettre quoi que ce soit en question, alors qu'on nous imposait quand même les mesures les plus liberticides probablement depuis la guerre. Mais si vous posiez la moindre question, vous étiez un demeuré complotiste, pro-Raoult, anti-vax, etc. Et de la même façon, d'une façon générale, le macronisme, comme il se veut le parti central des gens raisonnables de droite et de gauche qui œuvrent pour le bien commun, si vous étiez contre eux, vous étiez forcément un extrême, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, ou alors un ringard, si vous restiez à droite, comme ça a pu être mon cas. Oui. Je pense que les Français sont moins idiots que ce que pensent ces ministres qui payent aussi leur arrogance, cette famille politique qui paye aussi son arrogance, et c'est ça qui se prennent aujourd'hui en pleine poire, c'est les gens qui disent maintenant... Arrêtez de nous prendre pour des cons et laissez-nous être intelligents. Alexandra, c'est une cocotte minute qui explose, comme le dit Charles actuellement. Oui, non mais c'est très intéressant tout ce qui vient d'être dit. C'est que, en fait, c'est plus encore que l'échec d'Emmanuel Macron, c'est l'échec du macronisme auquel on est en train d'assister. C'est vraiment, ça ne fonctionne plus. Le en même temps, ça ne peut pas fonctionner. On voit bien. Et donc, et pourtant, voilà, il va falloir tenir encore 4 ans. Donc ça paraît très très compliqué parce qu'on voit bien à la fois entre les institutions qui sont bloquées, cet homme qui ne fait plus rêver, si tant est qu'il en ait fait rêver certains, mais il en a peut-être fait rêver sur notamment toute cette partie de la gauche qu'il a intéressé pour son côté très européen. Parce que ça, c'était quelque chose... Et son idée centrale. Et puis ses idées internationales. Et on voit bien que même là-dessus, sur l'international, le nombre de bêtises qu'il a faites ces derniers temps. La dernière en date étant celle sur le Taïwan, qui était quand même une énorme... Donc si demain les Chinois s'intéressent à l'Ukraine, peut-être qu'il faudra revoir le dossier. Il y a peut-être Oui, alors ça, j'en suis pas sûre. Pour votre anniversaire, les amis, il y a 10 ans, le Parlement
Parlement a adopté une loi autorisant le mariage aux couples homosexuels, une mesure qui à l'époque avait provoqué une très forte opposition dans une partie de la société française, emmenée notamment par la Manif pour tous. Et puis certains ont changé d'avis avec le temps. Prenez par exemple Gérald Darmanin. Il déclarait à l'époque ne pas vouloir célébrer personnellement ses unions en tant que maire de Tourcoing. Aujourd'hui, il rétropédale. Je suis conseiller municipal. Si un couple gay souhaite que je les marie, je le ferai bien volontiers comme tout couple. Je pense que c'était une erreur de ma part de voter contre le mariage pour tous. C'est bien d'abord que les hommes politiques reconnaissent leurs erreurs. Je me suis trompé, je le reconnais évidemment. Si j'ai blessé des gens, et j'ai eu sans doute des propos pour blesser des gens, bah là, je pense que c'est pas le rôle d'un homme politique de le faire, et c'était aucunement mon envie. Et par ailleurs, je crois que la gauche, à ce moment-là, le Parti socialiste, le président Hollande en particulier, a eu raison. Charles, vous voyez un volte-face sincère ou une stratégie politique? Alors, il y a Gérald Darmanin, il y a aussi Valérie Pécresse, que vous connaissez bien, qui était contre à l'époque et qui maintenant sont pour. Ce qui est amusant, c'est qu'il dit lui-même, c'est bien que les hommes politiques reconnaissent leurs erreurs. C'est génial. Il dit un truc et il s'auto-attribue le bon point lié à ce qu'il vient de dire. C'est extraordinaire. C'est comme si je disais quelque chose, puis juste après, je dis c'est intéressant ce que je viens de dire. Oui. Je trouve ça, c'est assez phénoménal. Non, malheureusement, je crois que ce que ça traduit, au fond, je pense qu'à l'époque, ils n'étaient pas au fond d'eux-mêmes, Darmanin, Pécresse. Vous savez, c'est Philippe Muret qui disait sans arrière-pensée, mais sans pensée devant non plus. Donc, si tant est qu'ils aient pu avoir une pensée au fond d'eux-mêmes, je ne pense pas qu'ils aient été contre le mariage pour tous. Je pense que, j'espère en tout cas pour eux, qu'ils étaient en réalité, ils voyaient aucune objection, mais qu'ils se disaient que politiquement, il fallait qu'ils adoptent cette position. Donc malheureusement, ça jette un peu le discrédit sur ce qu'ils peuvent dire par ailleurs. Moi, je préfère, il y en a peu, mais les hommes et les femmes politiques qui pratiquent une politique de l'offre, c'est-à-dire ils disent ce qu'ils pensent. Malgré tout, Sarkozy était un peu comme ça. Et ça a pu lui être reproché sur certains sujets. Il dit ce qu'il pense et ça match ou ça matche pas avec la population. Ceux-là, j'ai plus l'impression qu'ils se calent sur ce qu'ils croient être bon pour eux politiquement. Je suis d'accord avec toi, un peu ridicule cette semaine, c'était la repentance. Hein, c'était le défi de repentance. Et on a oublié M. Béchu, comment il s'appelle, le ministre de l'écologie. Voilà, monsieur. Alors lui, mais Darmanin, ça a été le plus malin, c'est le premier. Ensuite, à la repentance, Mme Pécresse, M. Béchu, d'ailleurs, 2-3 macronistes qu'on a oubliés. Il manque Christine Boutin. Non, Christine Boutin, elle tient bon. Elle tient bon. Mais je suis sûr que les macronistes de droite, tout le monde a fait sa repentance. C'est quelque chose de grotesque, en effet. Il n'y croyait pas avant. Je te cautionne. Et je pense qu'ils pensent pas plus aujourd'hui. Ça signifie qu'il n'y a plus de débat. C'est du panurgisme, sur la question, du panurgisme assez ridicule. Est-ce qu'il faut peut-être s'en féliciter? Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat sur cette question aujourd'hui. Ça, pour le coup, je pense qu'il n'y a même plus de débat. Il n'y a pas l'ombre d'un débat. Maintenant, c'est devenu quelque chose dont on ne discute même plus. Et ça, c'est formidable. Mais ça fait quand même mal au cœur quand on pense à tous les tombereaux d'injures que se sont pris François Hollande, Christiane Taubira, enfin tous ceux qui ont porté cette réforme, toutes les injures qui se sont pris dans la figure, et entendre 10 ans plus tard, voilà, finalement c'était bien d'avoir fait ça. Bon, ça fait quand même mal au cœur. Sophie après comme ça avec les réformes de gauche. Mais... Oui, mais là, en l'occurrence, moi, ce que c'est un homme de droite qui dit ça. Hein, gardez bien l'archive, là. Tout le monde est contre au début, puis à la fin du Gardons l'archive. Mais bon, ça vaut pas pour les 35 heures et pour beaucoup d'autres choses. Je ne suis pas certaine que ça vaudra pour la suite, pour la loi sur la fin de vie, sur l'euthanasie. Mais sur Gérald Darmanin, pour y revenir une seconde, moi, ce que j'ai surtout entendu, c'est une déclaration de candidature. Enfin, c'était évident. Alors après, il fait ça parce qu'il a des arrière-pensées politiques. Il a des arrière-pensées politiques, évidemment, comme tout le monde. Mais pour Matignon, en l'occurrence, lui... Et du coup, il était obligé de se laver, de se retirer son vêtement d'infamie qui datait d'il y a 10 ans. Il a choisi le bon moment, il a été le premier, toujours plus malin que les autres. On parlait de Sarkozy qui disait de lui qu'il était le meilleur d'entre eux. Voilà, et donc il a fait ça habilement. Ce qui veut dire, si je vous suis, c'est que la société française aussi a changé. Et du coup, Gérald Darmanin, il suit un peu la société française, l'opinion publique. Oui, mais évidemment, parce que l'opinion publique a vu que cette affaire-là... voilà, et je pense que ceux qui sont restés sur leurs convictions, vous parliez à droite, moi je pense à François-Xavier Bellamy ou à d'autres, qui a été tête de liste aux européennes, mais qui sont sur leur position, qui n'en ont pas bougé. C'est sans doute un des rares qui doit avoir ce type de conviction de façon ferme à droite, et ceux-là restent convaincus que ce n'est pas un bien pour la famille. Alors les autres, la société société française, le sondage... Parmi ceux qui n'ont pas changé d'avis, on va voir cette photo publiée sur Twitter par le député européen Nicolas Bay. 10 ans après,
toujours contre. Il est accompagné de Marion Maréchal et du sénateur Stéphane Ravier. À qui s'adressent ces élus quand ils postent ce genre de photos? Ils s'adressent évidemment à ceux qui veulent reconstruire la droite, parce que je me permets juste de prendre la parole pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Permettez-vous, cher Consigny, sur le fait que vous voyiez la résurgence de la droite et de la gauche. Moi, ce que je vois, c'est toujours, si je peux me permettre, la tripartition entre, disons, deux populismes forts et une gauche et une droite qui restent quand même très très faibles, et ce macronisme dont on peut se poser la question de savoir s'il est une forme de populisme aussi, dans la mesure où il est dirigé par une personne seule qui n'a pas vraiment de parti autour de lui. Moi, ce que je vois surtout, c'est effectivement un appel du pied à ceux qui voudraient reconstituer ou constituer cette droite nationaliste, avec Zemmour, sans Zemmour, avec le RN, avec Jordan Bardella ou Marine Le Pen, et de l'autre côté, un Jean-Luc Mélenchon ou un François Ruffin, qui bénéficie finalement du même service qu'a rendu Éric Zemmour à Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'il rend la personne, il embourgeoise la personne, et Jean-Luc Mélenchon embourgeoise François Ruffin. Ça reste le même type d'extrémisme. Donc on voit quand même qu'à la droite de la droite, il y a quand même certains qui revendiquent encore certaines idées, ces idées... C'est très identitaire, mais enfin, comme vous l'avez dit, ce courant-là, il est heureusement pas très porteur. Je veux dire, le courant Bellamy, il plafonne à 8%, et pour reconstruire la droite, ça pourrait être un petit groupe de cette droite à reconstruire, mais c'est pas le courant porteur de la droite qui peut surfer sur le mariage pour tous, etc. Et Bruno Retailleau, etc. Encore qu'il a peut-être fait repentance lui aussi, je ne sais pas. En tout cas, ça sent pas ça sent pas la grande vague sociologique. Non, mais pour revenir avec ce que vous disiez, Charles, c'est aussi peut-être une manière de dire, bon, bah, voilà, moi, j'ai de la suite dans mes idées, Alexandra. Est-ce qu'il ne faut pas s'en féliciter? Voilà, ils ont des idées, ils ont des convictions, ils les défendent jusqu'au bout. Enfin, sans féliciter, je serais bien la dernière à me féliciter, au contraire. Mais oui, bien sûr. Mais simplement, pour l'instant, je ne suis pas sûre qu'ils représentent la majorité, qu'ils approchent de la majorité de la population. Non, pas du tout. Ils représentent un petit groupe qui n'a que ça, sur lequel bâtir sa politique, que ce genre de sujet. Et je pense qu'ils ne sont pas du tout dans le coup. Pour finir sur ce point, Charles, vous dites merci à François Hollande? En tout cas, je dis merci à Christiane Taubira parce que je trouve qu'elle a par ailleurs très bien porté cette réforme. Ça faisait quand même du bien d'avoir une femme politique à la tribune. Je me souviens quand elle a cité Léon Gontran Damas, nous les peu, nous les vœux, etc. Nous les riens, nous les chiens. C'est un très beau poème. Ça faisait du bien d'avoir un peu de lettres et de panache à l'Assemblée pour porter ce texte. Donc c'était évidemment une bonne réforme. Et d'ailleurs, pour répondre aussi sur Bellamy, etc., je pense qu'ils sont non seulement décalés par rapport à la majorité de la population, mais ça, on a le droit, après tout, d'avoir des convictions minoritaires. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais alors, je pense que dans les jeunes générations, ils sont particulièrement décalés, parce que moi qui parle avec tout le monde, il m'arrive aussi de parler avec des militants de Reconquête, du RN, etc., ne serait-ce que pour savoir ce qu'ils pensent et pour essayer de les convaincre de changer d'avis. Typiquement, la question gay, la question du mariage pour tous, elle est assez réglée de leur côté. Et non, mais une droite nationaliste. Même Reconquête, moi, je n'ai pas le sentiment que c'est une question qui fait encore tant que ça. D'ailleurs, aucun parti ne propose l'abrogation de la loi Taubira. Voilà. Non, mais donc c'est une question qui est plus ou moins politiquement réglée. Les amis, le talent n'attend pas le nombre d'années. Ce mardi, Joe Biden, 80 ans, a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024. Il l'a fait dans un clip très américain. Regardez. La question à laquelle nous sommes confrontés est de savoir si dans les années à venir, nous aurons plus ou moins de liberté, plus ou moins de droits. Je sais ce que je veux comme réponse et je pense que vous le savez aussi. Ce n'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers, c'est pourquoi je suis candidat à ma réélection. Si vous êtes d'accord avec moi, rendez-vous sur joebiden.com et inscrivez-vous. Finissons ce travail. Je sais que nous pouvons le faire car il s'agit des États-Unis d'Amérique. Il n'y a rien, tout simplement rien, que nous ne puissions faire si nous le faisons ensemble. S'il est réélu, Joe Biden aura 86 ans à la fin de son mandat. Est-ce que son âge est un problème, Alexandra ? Oui et non. Ce que ça montre, cette candidature surtout, c'est que du côté démocrate, il n'y a pas beaucoup de renouvellement. Ça montre aussi la faiblesse de Kamala Harris, parce que finalement, quand elle a été nommée la vice-présidente, quand elle a été nommée vice-présidente, beaucoup espéraient que ce serait celle qui pourrait, soit si Joe Biden était empêché, soit par la suite prendre le relais. Pour l'instant, personne, elle ne perce pas.
Après, Joe Biden, bon, c'est vrai qu'il a son âge, c'est vrai qu'il fait des bourdes, c'est vrai qu'il trébuche quand il monte. Mais pour vous, c'est pas un escaliers. problème, voilà, 86 ans à la fin d'un mandat. Tout ce qui peut éviter la réélection de Donald Trump ou d'un Ron DeSantis, tout ce qui pourra l'éviter sera bon à prendre. Je pense que c'est ça le pire, et je trouve que le bilan de Joe Biden n'est pas si mauvais. Et est-ce que l'inverse, c'est pas ce qui va se passer? Parce qu'effectivement, Joe Biden qui revient dans l'arène, est-ce qu'il n'y a pas un rejet aussi qui ferait que Donald Trump reviendrait sur le devant de la scène? Charles, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va réassister à ce même duel Trump-Biden? Est-ce que voilà, c'est un peu ennuyeux de revivre ce match qu'on a déjà vécu? Moi, je trouve à Trump un talent phénoménal quand même. Je trouve que, par exemple, sur sa comparution en justice, la manière dont il a réussi à tourner cet événement à son avantage. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes politiques français mis en examen qui auraient aimé avoir le même talent. Je ne sais pas si sa réélection est souhaitable. Sa fin de mandat était quand même assez cauchemardesque. Vous parlez de Trump, là. Là, je parle de Trump. Mais en même temps, je vais vous dire, au fond de moi, j'admire ces Américains qui, en votant Trump, ont vraiment opposé une fin de non-recevoir radicale à toute forme de socialisme. Je parle en présence de mes amis de gauche. J'ai trouvé ça assez phénoménal, qui disent, écoutez, nous, vos impôts, votre distribution, votre wokisme, tout ça, merci, mais non, ça passera pas. Pardon. Ouais, donc ça, je trouvais ça, voilà. Alors qu'en France, il y a quand même malgré tout une pénétration des idées de gauche un peu dans toutes les familles politiques, pour le meilleur et pour le pire. Hein, je dis pas, mais je trouvais que ça manquait pas de panache. Et pour vous répondre, oui, moi je pense quand même qu'il est trop vieux maintenant, Biden. On va voir les réformes qui ont été enclenchées par Joe Biden. Je vous donne la parole dans une seconde, Jean-Marc. Je vais vous montrer ces réformes qui ont été enclenchées par Joe Biden, avec notamment un plan de relance post-Covid de 1900 milliards pour remettre l'Amérique à flot, un plan d'infrastructure 1200 milliards, la transition climatique 400 milliards sur 10 ans pour développer les industries vertes, la création d'un impôt minimum de 15% sur les bénéfices des grandes entreprises. Bilan des 4 premières années de Biden, une économie qui en 2022 affiche plus 2% de croissance et un taux de chômage historiquement bas à 3,7. Le bilan est bon? Écoutez, si on le regarde, il a l'air cacochime, il a l'air, des fois il se perd dans le parc, etc. Mais quand on regarde le fond des choses, sa politique, en fait, il fait ce que Macron aurait dû faire en France, toutes choses étant égales par ailleurs. Politique de gauche, c'est ça, hein? Non, il fait une politique social-libérale créative. Avec des éléments, des paramètres extrêmement solides, des paramètres sur le climatique, sur des équipes jeunes autour de lui, qui sont assez modernes. Et au fond, oublions le vieil homme, la politique de Biden, elle est à la fois très responsable sur le plan international, très américaine et très moderne. Moi, peut-être plus intéressante que celle d'Obama, qui était un peu trop high society, etc. Deuxièmement, la seule manière, et là aussi Macron devrait en tirer des enseignements, de survivre, c'est de penser qu'on a un avenir. Sinon, dans un cas de réélection, on n'est plus obéi. Alors, se présentera-t-il, in fine? En tout cas, moi, si j'étais son conseiller, à Biden, je lui ai dit oui, annonce ta candidature, sinon il est mort. Hein. De la même manière, Macron a des problèmes, et c'est le problème qu'on vit aujourd'hui, car il n'a pas de futur. Moi, je lui conseillerais de se représenter en 2032 ou de le laisser croire. Si on n'a pas de futur en politique, en deuxième mandat, on est mort. Donc, de tout point de vue, Biden. Et enfin, Biden face à Trump, à 3 ans près, on a un fou populiste qui amène des troupes sur son truc. Tu es bien gentil, toi, etc. Et on a un démocrate à l'ancienne, extrêmement efficace et ouvert à une certaine modernité, bizarrement, malgré son apparence. Sophie, peu importe l'âge, c'est le bilan qui compte. On a vu quelques mesures, quelques réformes qui ont été enclenchées. Le bilan est essentiel, et puis surtout les circonstances. Enfin, je veux dire, que sont les circonstances? Il est obligé d'une façon. Qui peut d'autre y aller que lui? À la limite, que je suppose les démocrates doivent se dire, même s'il est un pantin, même s'il n'est que l'ombre de lui-même, il faut qu'il soit là, parce que de toute façon, ce n'est pas lui qui va gouverner, on le sait bien, on imagine que s'il est trop fatigué, il peut y avoir quand même de bonnes façons Alors, je ne dis pas qu'on gouvernera à sa place, mais enfin, je veux dire qu'il cherche bien des solutions pour ça. Mais ce qui est... parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions, et c'est là où moi je vois le drame, c'est ce vieillissement de la politique.
ni chez eux, chez les démocrates, aucune figure qui puisse faire face à Trump. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait de dire que on peut passer par perte et profit. Alors évidemment, on peut se féliciter du fait qu'il y ait un peu moins politiquement correct, mais enfin à ce point-là, on va écouter quelques Américains justement qui réagissent à cette annonce de Joe Biden. Je vous redonne la parole après. Ok, allons-y. On va écouter les Américains qui réagissent. J'apprécie ce que Biden a fait. Je trouve qu'il a fait du très bon travail. Personnellement, je souhaiterais qu'il ne se représente pas. J'ai 72 ans, il est plus âgé que moi. Il est vraiment trop âgé pour ce travail. S'il est en bonne santé et qu'il pense qu'il peut faire le travail, je trouve que c'est parfaitement convenable. Honnêtement, je préférerais que l'on donne une chance à quelqu'un d'un peu plus jeune et qui a des idées nouvelles pour le pays. Je pense qu'il est trop vieux pour se représenter. Il est peut-être en bonne santé aujourd'hui, mais qui sait, dans 6 ans, comment il ira. Je pense donc qu'il est temps pour lui de se retirer et de laisser la place à quelqu'un d'autre. Sophie. Oui, je voulais juste dire qu'en 1972, quand il a été élu sénateur du Delaware, il y a 50 ans, il se moquait de son adversaire en raison de son âge. Donc voilà. Toujours se méfier de ses propos. Si on fait très rapidement un bilan sur la scène internationale, Alexandra, de Joe Biden, bilan plutôt positif. Vous parlez de Taïwan oui, tout alors à l'heure. ça avait plutôt mal démarré avec l'Afghanistan, qui a laissé un grand vide. Et donc son envie de se désengager de l'international et de se concentrer sur la scène américaine, ça a probablement laissé justement les mains libres à un Vladimir Poutine qui s'est dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais sur la fin, je trouve que sur la guerre en Ukraine, il a plutôt bien joué Joe Biden. Non, le bilan pas négatif. Et dans les relations entre la France et les États-Unis, Charles malheureusement, les relations entre la France et les États-Unis, elles pâtissent de notre affaiblissement. Malheureusement, on est bien obligé de constater que les Américains n'ont plus la même considération pour nous, mais c'est pas le fait des Américains, c'est le fait du déplacement des puissances du monde vers l'Asie et du reparamétrage des forces mondiales. Moi, je reconnais à Biden de ne pas trembler quand il s'agit de nommer les choses ou quand il s'agit d'agir. Très tôt, il s'est exprimé sur Poutine en le traitant de criminel, je me souviens. Sur l'Ukraine, il n'hésite pas. Alors certains, évidemment, prêtent des arrière-pensées aux États-Unis en disant que de toute façon, ils cherchent toujours à affaiblir ou détruire leurs ennemis historiques, donc en l'espèce la Russie. Après, Trump, sur la scène internationale, je suis désolé de le dire, mais il est allé en Corée du Nord, il a rencontré le leader nord-coréen. Alors, certes, mais personne ne l'avait fait avant, donc c'était quand même une première étape. C'était quand même une première étape, et je trouve par ailleurs que avec la Chine, Trump manifestait une intransigeance qui était, à mon sens, assez bienvenue. Retour en France, où on a marqué cette semaine les 50 ans du périph' parisien. Il avait été inauguré sous Georges Pompidou. Il sera peut-être enterré, ou en tout cas très transformé par Anne Hidalgo. Écoutez. Le périph', c'est aussi 500 000 personnes qui vivent autour et qui sont exposées justement à ces deux pollutions très importantes. Il y a un problème bien sûr de santé publique, il y a un problème de changement climatique et d'adaptation de la ville à ce changement climatique. Et donc oui, il faut transformer, planifier, c'est pas du jour au lendemain. Bien sûr que la question de la vitesse est un des sujets. Je ne souhaite pas le trancher moi directement, mais il sera soumis évidemment à la discussion. On verra ce que cette grande concertation qui va s'ouvrir, je m'engage, je suivrai et j'accompagnerai. Là, une interview réalisée en juin de l'année dernière. Anne Hidalgo qui veut limiter la vitesse à 50 km/h sur le périph' et supprimer une voie pour la réserver au covoiturage et au transport collectif. Le but, c'est de diminuer le nombre de véhicules utilisés pour se déplacer. Georges Marc, est-ce que c'est une bonne initiative ? La vraie question, moi je me souviens d'avoir une conversation, ça vous peut être bizarre, avec un ancien maire de Paris qui m'a expliqué... Lequel ? Delanoë. Non, avec M. Tibéri, qu'on moque beaucoup. C'est le premier qui m'a expliqué le massacre qu'a constitué le périphérique, qui est une vraie cicatrice qui a séparé des territoires. C'est-à-dire que Gennevilliers, le 14e, où c'était la même ville, etc. Enfin, il y avait une continuité. Il y a une sorte de grande blessure à réparer. Et je ne suis pas sûr que ce soit le covoiturage façon Madame Hidalgo. La vraie question, c'est
la couverture du périph', probablement, c'est réparer, comment on dit, réparer les vivants, réparer le corps de Paris et refaire cette passerelle. Est-ce que c'est pas un modèle dépassé, ce périph', avec du tout voiture, Alexandra? Probablement. Donc la solution, elle est beaucoup plus architecturale, urbanistique, que simplement le petit truc. On va faire une voie à vélo aussi. C'est les solutions à la Hidalgo, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. C'est-à-dire nul. Non, non. Oh là là. Alexandra, là-dessus, sur le périph'. Après, je le fond. Non, moi, le problème, c'est que je ne suis pas représentative et j'espère qu'aucun de mes camarades de Libération n'est en train de regarder cette émission parce que là, je vais faire une grande révélation. Non, j'ai une passion pour le périphérique. Je trouve qu'il n'y a rien de plus romanesque que de rouler sur le périphérique la nuit avec la musique. Et le jour à 8h du matin, à 8h15, entre 8h15 et 11h. Mais c'est peut-être aussi parce que je ne le prends jamais puisque je n'ai pas de voiture. Mais j'aime vraiment beaucoup le périphérique. Bon, mais ça, c'est chacun ses névroses. La nuit avec de la musique. La nuit avec de la musique, voilà. C'est le bonheur total. Mais simplement, bon, c'est vrai que c'est un truc au niveau pollution. Là, on atteint des niveaux stratosphériques. Et je trouve que végétaliser une partie du périphérique, si c'était possible, ce serait super. Et alors là, ce serait encore plus génial de rouler avec de la musique la nuit et avec des palmiers tout autour. Enfin, je caricature. De ceux qui n'ont pas de voiture. Absolument, mais je sais. Et je pense que ça va être intéressant. De toute façon, ça ne sert à rien de dire que va-t-on faire du périphérique, puisque ça va vraiment dépendre de la façon dont on arrive à désengorger Paris, le centre de Paris. Qu'est-ce qu'on va faire dans Paris? Est-ce que ça va être réservé aux transports en commun, mais massifs, pour qu'il y en ait beaucoup, aux taxis électriques, au covoiturage, au vélo, évidemment, comme c'est le... Donc, du coup, que va devenir le périphérique dans ce contexte-là? Mais je trouve que c'est bien d'ouvrir et d'imaginer les choses, même les plus farfelues. Sophie, est-ce que vous êtes aussi romantique qu'Alexandra? Eh bien, écoutez, j'aimerais bien, moi aussi, écrire une nouvelle sur une histoire extraordinaire qui se passerait sur le périph'. Mais de fait, d'ailleurs, je vais peut-être le faire en pensant à vous. Mais je crois qu'il faut voir le périphérique dans un ensemble, et pas seulement un ensemble géographique qui est celui de Paris, mais qui est celui de l'Île-de-France. Le périph' s'inscrit dans l'Île-de-France. De la même façon que Paris ne vit pas seul, elle vit, c'est un poumon qui est irrigué par l'extérieur, ou un cœur qui est irrigué, ou l'inverse, qui est ce qui irrigue qui, on ne sait pas. Mais en l'occurrence, effectivement, le périphérique marque une séparation. Mais le périphérique est aussi indispensable pour tous les Franciliens qui ne peuvent plus traverser Paris, par exemple, en raison d'une politique de réduction des voitures et dont on peut se féliciter. Moi, je m'en félicite avec des enfants. J'ai eu combien de bronchiolites qu'on a supposé être causés par... Oui, qu'il ne faut pas fermer le périph', quoi. Le périphérique est indispensable pour les habitants de la région. Oui, et pour ceux qui travaillent et pour ceux qui doivent prendre leur voiture. Donc voilà, je pense qu'il n'y a aucune solution qui puisse être définitive. Après, la question de verdir le bord du périphérique, oui, absolument. Anne Hidalgo, là, il faut le savoir, elle est en tension avec pas mal des écologistes parce que justement, son projet n'est pas tant de verdir ou de végétaliser, disent-ils, que de bétonner les abords de Paris, de construire de nouveaux immeubles, certes de limiter la voiture, mais de profiter de l'emprise territoriale pour récupérer de l'argent dont elle a évidemment besoin. Et donc la question, c'est est-ce que ce sera vraiment vert ou est-ce qu'on va faire une autre sorte d'urbanisme qui ne sera pas tellement plus positif. Charles, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative d'Anne Hidalgo ? Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Georges Marc. Je pense que c'est un peu des demi-mesures et qu'en effet, si on avait la possibilité technique, par exemple, de couvrir le périph' ou de faire des choses de plus grande ampleur, ce serait mieux. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur la politique d'Anne Hidalgo. Je pense que c'est la pire maire de toute l'histoire de Paris et qu'elle a détruit, à mon sens, elle a terriblement abîmé Paris. Je trouve qu'elle a... En empêchant la circulation comme elle l'a fait, en faisant du centre une espèce de parc d'attractions pour les touristes riches, en rendant encore plus pollué. Non, moi je trouve que rien n'était une bonne idée dans ce qu'elle a fait, franchement. Et quand mais là, en transformant le périph', même les bords de Seine, est-ce que ça ne va pas dans le sens de l'histoire finalement de transformer ce périph', ce tout bagnole? Si, sans doute, si, mais dans ce cas-là, faisons des choses grandes. Pourquoi faire des choses petites quand on peut faire des choses grandes avec les moyens qu'on aurait si elle ne dépensait pas l'argent n'importe comment? Il y a beaucoup de choses à regarder dans les finances de la mairie de Paris. Il y a énormément de sujets dans les finances de la mairie de Paris. Donc voilà, moi je suis
J'étais à Marseille il n'y a pas très longtemps, par exemple, et j'étais content de retrouver une vraie ville à Marseille. Marseille, quand vous êtes en voiture en plein milieu de la journée, et les transports en commun zéro, oui, là, je vais vous dire, c'est une Marseille, vraie à côté ville de Paris, qui vit, si vous voulez. Il y a encore des magasins normaux, il y a des garages, il y a des gens très mélangés. Par exemple, le simple fait de fermer certaines rues. Oui, mais nous, on en a autour de Paris. Le simple fait de fermer certaines rues, comme c'est maintenant très souvent fait. Pour faire quoi? Pour mettre une espèce de zone piétonne avec un demi-arbre, mais on ne sait pas vraiment si c'est un arbre, des terrasses. Des terrasses, on n'a que ça, des terrasses. Mais non, ça n'est pas une bonne idée parce que ça congestionne la ville et ça crée cette espèce d'ambiance. Moi, j'ai pas envie que Paris soit réservé aux touristes. J'ai envie que Paris reste une vraie ville. Non, les habitants s'en vont. Les habitants s'en vont. Paris est une ville d'exode. Les gens s'en vont de Paris. C'est vrai. Oui. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est vrai. Sur la forme, il y a une consultation qui... Une fausse consultation, j'imagine, comme sur les trottinettes. Une consultation en ligne qui est organisée jusqu'à la fin mai. Est-ce que c'est une bonne idée de consulter les Parisiens, les habitants? Voilà, c'est plus de démocratie directe. Il faudrait inventer les casserolades pour Madame Hidalgo, parce qu'elle n'entend pas. Non, mais il y a des casserolades pour Monsieur Macron. C'est déchaînement contre Non, mais il y a quelque chose... J'ai envie de la défendre. Moi. Non, mais vous pouvez voter contre, cher ami Georges-Marc. Le problème de l'audition politique, si je puis m'exprimer ainsi, il concerne aussi Madame Hidalgo. Elle n'entend rien. Elle n'entend pas les gens, elle n'entend pas les protestations. Mais elle les consulte, encore une fois. Je parle de cette consultation en ligne. Moi, j'ai voté sur les trottinettes et c'était très bien organisé. Non, vous pouvez pas dire ça. Alors attendez, franchement, les trottinettes, c'était une honte absolue, le scrutin qu'elle a fait sur les trottinettes. Les trottinettes sont utilisées très majoritairement par des gens jeunes. Oui, et pourquoi ils ne sont pas allés voter? C'est leur problème. Elle a fait exprès de faire un scrutin physique où il fallait... On ne peut pas lui reprocher de faire un scrutin, Charles. Écoutez, à l'heure d'aujourd'hui, vous pensez que les jeunes ont que ça à faire, excusez-moi, d'aller voter? Elle a évidemment fait ça. Elle a évidemment fait ça exprès. C'est elle qui est de mauvaise foi. Est-ce que c'était difficile aujourd'hui d'organiser un scrutin numérique, de voter par Internet, comme elle le fait là sur le périph'? Elle pouvait parfaitement le faire. Elle l'a pas fait. Et d'ailleurs, elle a mis son annonce, Madame de Ravinel, dans le Figaro, 3 jours avant le scrutin, pour être certaine de toucher les bourgeois de l'Ouest parisien qui achètent le journal papier pour qu'ils se déplacent en masse. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Or, ces fameuses trottinettes, c'était ce qu'avait trouver l'initiative privée pour survivre au cauchemar créé par l'administration Hidalgo, qu'est le Paris d'aujourd'hui. Parce que ces trottinettes permettent de survivre à toutes ces horreurs et d'utiliser... c'est mieux, c'est beaucoup plus... Bon, on vous mettra pas d'accord. Mais de toute façon... Oui, mais avec les trottinettes... Et je suis désolé, attends, je finis quand même par là. C'est unique au monde. Paris est la seule... Non, mais est-ce qu'on a le droit de se poser la question? Paris est la seule ville du monde qui a interdit les trottinettes en libre service. Allez, la séance est suspendue. Merci, Président Larcher. Comme chaque semaine, on termine cette émission par un top flop. Je vous pose une question très simple. Qui a marqué l'actualité de la semaine en bien ou en mal? Sophie, vous commencez. Votre top et votre flop de la semaine. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoutez, j'ai 2 faux flops, 2 vrais flops. C'est cette histoire absolument épouvantable qui s'est passée dans les Vosges de ce jeune adolescent qui a tué une petite fille de 5 ans qu'on a retrouvée dans un sac dans le domicile des parents de ce garçon. Et je pense, évidemment, la question, il a été mis en centre pendant 1 an. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce que la justice n'a pas vraiment suffisamment bien traité. Nous parlions des problèmes de la justice tout à l'heure. Et votre là, c'est autre flop, Sophie? Eh bien, écoutez, non, c'est un top en forme de flop, mais un top. Marlène Schiappa, la ministre, qui est absolument non seulement indéboulonnable, mais en plus inoxydable, parce que malgré toutes les accusations portées contre elle, qui sont quand même lourdes et qui reviennent, et en particulier sur les dernières enquêtes du fonds Marianne, absolument du fonds Marianne, eh bien non, rien du tout. Tout est bien et tout va bien et ça marche. Donc, Charles, bravo. Votre top et votre flop. Vous êtes venu avec un livre, je crois. Alors, donc, mon top, c'est ce livre de Bret Easton Ellis qui s'appelle Les Éclats, qui est donc le dernier roman de Bret Easton Ellis. Moi, j'ai toujours beaucoup admiré cet écrivain et j'ai toujours eu la surprise presque en le lisant, puisque c'est un écrivain dont on connaît
les ingrédients, la jeunesse, la drogue, la folie, la dépression. Et je m'attendais presque un peu, sans me souvenir vraiment de ma surprise à chaque fois, à trouver tous ces ingrédients dans le désordre. Et là où c'est un grand écrivain, c'est qu'en fait, il y a un éclat, pour le coup, dans ses phrases, et c'est un grand livre. Et votre flop. Et votre flop. Et je veux pas spoiler le livre pour noter. Et votre flop, Charles. Et mon flop, qui n'a rien à voir, pardon, c'est on revient à des considérations bassement prosaïques et nationales. Et politiques. C'est d'apprendre que le gouvernement a renoncé à sa loi sur l'immigration. Non pas que je sois un fanatique de la question de l'immigration, mais je pense que c'est une question importante. Je pense qu'en réalité, rien n'a été fait de substantiel sur cette question pendant le précédent quinquennat, que ça fait donc ce projet de loi les extrêmes, et qu'il serait quand même temps, pour le coup, de se saisir de manière dépassionnée de ce sujet important. Alexandra, votre top et votre flop très rapidement, s'il vous plaît. Alors le top, on en a parlé, le mariage pour tous. Je trouve que quand même cette semaine, c'est formidable que ce soit rentré comme ça dans les plus indiscutables. Et le flop, c'est Gérald Darmanin, pour à la fois sa loi immigration qui est repoussée aux calendes grecques et son opération Wambouchou cette semaine à Mayotte, qui a démarré n'importe comment et dont on n'est pas sûr de l'utilité. Voilà. Mais Georges-Marc, c'est à vous, votre Alors, moi, mon quoi, top votre top, commencez par votre top. Finalement, vous soyez gentil avec le gouvernement, on ne les connaît pas, enfin, les 5 gouvernements de figurants, là, c'est dit, il y a la ministre de la Culture. Et c'est plutôt Madame Rama Abdelmalek qui s'est fait connaître, parce que c'était un ministre de la Culture qu'on ne connaissait pas. Elle a eu le courage, contre le Macron-bashing, de prendre un micro, de répondre à la CGT et autres, et de tenir un discours que certains députés ou certains ministres un peu fades ne tiennent pas. Donc, on a une ministre de la Culture, on a pu le constater, en tout cas au micro. Et votre flop? C'est les dirigeants du Zénith qui ont signé un contrat de location, j'imagine, avec Dieudonné, vous savez, Dieudonné, et son ami complotiste anti-vax, Lalanne, le célèbre chanteur. Et je trouve ça un peu minable, parce que ça va donner lieu à un rassemblement de fans de Dieudonné. On imagine ce que c'est. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir participé. Merci à tous les quatre. Un grand salut à vous derrière votre écran. On me dit dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à vous. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre nouvelle plateforme, publicsena.fr. Allez y faire un tour, ça vaut le coup. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit. Bye bye.